suis l'amiral Arnaud Coustillière. Aujourd'hui, je suis président du pôle d'excellence cyber, qui est une co-construction entre le ministère des Armées et la région Bretagne. La région Bretagne, parce que c'est là où le ministère des Armées a mis un ensemble de forces. Sinon, je suis un pur opérationnel. J'ai commandé plusieurs bateaux, j'ai passé plus de 15 années à la mer. Donc, je viens vraiment du cœur de métier du ministère des Armées. Puis après, je me suis spécialisé et j'ai eu la grande chance de prendre le dossier de la cyberdéfense en 2008 à la sortie du livre blanc, puis d'en être le premier commandant et de créer le ComCyber en 2017 où j'ai passé la suite ensuite à mes successeurs. Mais on avait construit toute la structure de la cyberdéfense des armées. Ensuite, mes 3 dernières années, j'étais directeur général du numérique du ministère. Donc après avoir appris à attaquer et à défendre les données, j'ai dû apprendre à les ouvrir, à les valoriser et à développer et à accompagner la transformation numérique du ministère des Armées. Au mot souveraineté, je préfère très largement le mot autonomie stratégique. Pourquoi? Parce que la souveraineté dans l'inconscient ramène dans une nation telle la nôtre, la souveraineté, la notion de souveraineté terrestre. Et la souveraineté terrestre, c'est quelque chose de bien bordé, dans lequel on est maître, il y a des frontières, on sait où on est. Par contre, quand on voit d'autres souverainetés, les souverainetés maritimes par exemple, c'est des souverainetés à géométrie variable, plus on s'éloigne des côtes d'un pays, moins la souveraineté s'exerce, mais il reste un certain nombre de prérogatives et de droits. Quand on est dans l'espace, il y a des zones d'intérêt commun, voilà, donc on a su inventer au fil du temps différentes formes de souveraineté. Mais dans le numérique, où finalement quelques grands acteurs s'imposent totalement, on ne peut pas pouvoir parler vraiment de souveraineté, même si le mot est à la mode, mais c'est bien comprendre ce que l'on met derrière. Et moi, ce que je préfère mettre derrière, c'est la notion d'autonomie stratégique. Parce que l'autonomie stratégique, on reconnaît que dans un environnement dans lequel on ne maîtrise pas tout, dans lequel des gens sont plus puissants que vous, dans lequel il faut trouver votre propre voie, on retrouve une certaine façon de retrouver sa liberté d'action, sa liberté de décision surtout. Et c'est ça fait que derrière, pour moi, ce qui est derrière le mot de souveraineté numérique, plus qu'une notion de souveraineté qui rappelle l'espace terrestre. Et ça nous renvoie à ce monde numérique qui est parti de l'informatique des années 50, plus rapidement s'est introduit partout dans toutes les activités humaines et avec l'explosion des technologies IP dues à l'Internet est aujourd'hui quasiment devenu une sorte d'espace, une sorte de milieu qui vient rendre beaucoup plus complexe toute la résolution des problèmes et toutes les relations que l'on a dans les milieux dans lesquels on vit. Il ne faut pas oublier que, in fine, tout se rapporte à l'endroit où on vit. L'homme n'est pas dématérialisé, n'est pas virtuel, il habite à un endroit. Et d'ailleurs, la guerre en Ukraine nous le rappelle bien. Hein. Les conquêtes, les bombes, et notamment dans la guerre en Ukraine, où tout le nombre d'experts avait mis la cyber en avant, l'effet destructeur de la cyber, on voit bien que quand on vient à un tel niveau de violence, la cyber n'est plus forcément l'arme de pointe dont on a besoin en période de pré-crise. Donc, ça ramène un peu à des choses qui est... L'homme n'est pas dématérialisé, il vit en société, il vit avec ses concitoyens, et c'est dans cet espace nouveau qu'il faut redéfinir des voies de liberté, des voies où la nation peut exprimer sa politique et peut retrouver des libertés d'action. La France est devenue une puissance moyenne. Je pense qu'il faut en prendre acte. Je pense que dans nos grandes politiques déclamatoires, il faut comprendre qu'on n'a pas les ambitions, les moyens qu'on pouvait avoir dans les années 50, dans les années 60 ou encore dans les années 70. Donc, par contre, le numérique est quelque chose qui est organisé en écosystème. Donc se remettre ensemble un écosystème autour de nous, ça c'est une voie de faire entendre sa voix. Donc il faut donc faire en sorte que le numérique devienne une cause nationale. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Et on voit que contrairement à il y a quelques années, beaucoup aujourd'hui de parlementaires, beaucoup de think tanks s'approprient le numérique. Alors, entre comprendre que le numérique est important et s'approprier le numérique, il y a un grand pas. Et le grand pas, c'est que beaucoup de gens ne s'aperçoivent pas ou ne veulent pas savoir ou que
pour fonctionner, ce numérique a besoin d'un socle technologique qui est quelque chose d'assez compliqué, d'extrêmement cher, et que si on ne dispose pas d'une partie de ce socle, eh ben, quand on construit uniquement les 5% qui restent, qu'on appelle en jargon le time to market, les processus 3 jours, 3 semaines pour développer une application, eh ben, on ne comprend pas qu'on est dépendant des gens qui sont en dessous et que finalement c'est eux qui tirent les ficelles, c'est eux qui en retirent des bénéfices. Donc il faut comprendre que cet écosystème numérique est quand même quelque chose d'extrêmement complexe, où la technologie et les grands acteurs de la technologie sont très proches, et qu'il faut arriver à en avoir une vision commune, une vision sans naïveté, pour arriver ensuite à tracer une voie. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les débats que l'on voit sous la souveraineté numérique montrent que cette forme de souveraineté est en train, de souveraineté, de compréhension de ce qu'est le numérique, et devient une cause politique. Moi, j'en mets les premiers signes aux révélations Snowden. Pourquoi? Parce que dans les révélations Snowden, on a vu que les États-Unis étaient prêts, pour garder leur hégémonie sur ce domaine-là, à développer un espionnage à outrance qui touchait aussi bien ses amis, ses partenaires que ses concurrents. Donc c'est à partir de ce moment-là où je pense aussi un certain nombre de lois américaines sont venues renforcer le caractère extraterritorialité, notamment toutes les lois sur la compliance, les lois sur la corruption, qui a permis au droit américain d'avoir des actions extraterritoriales extrêmement fortes, notamment regardez l'affaire Alstom. Mais plus près de nous, on a eu une affaire aussi avec VadSecure. Donc on voit bien que tous ces instruments ressort d'une politique globale, d'une vraie stratégie américaine d'un côté. Bon, le côté, je passe sur les Chinois et sur les Russes. Et c'est à l'intérieur de l'évolution de ce contexte qu'il faut retrouver une sorte d'autonomie stratégique, de troisième voie, qui correspondent aux intérêts de la France, mais pas intérêts de la France toute seule, parce qu'elle a pu peser beaucoup, mais intérêts de la France au sein de son écosystème qui ne peut être qu'européen. Donc c'est toutes ces problématiques qui doivent se mettre en place, qui montrent aussi que le numérique pendant longtemps a été laissé entre les mains des DSI, entre les mains des experts, entre les mains des experts informatiques, avec le développement d'un jargon, d'une forme de pensée qui n'était pas forcément celle des COMEX, celle des directeurs d'entreprise. Donc il y a aussi le besoin de réconcilier la compréhension technique et des dirigeants, mais aussi des DSI, de parler un langage plus clair, faire un effort de sémantique pour expliquer en termes d'enjeux pour l'entreprise ce qu'est ce numérique. Et c'est tout ça qui est en train d'être fait. Et quand vous regardez aujourd'hui l'évolution du métier du directeur des systèmes d'information, c'est de plus en plus des métiers de manager, de stratège, et qui, dans leur niveau, est remonté de plus en plus vers les COMEX. Et c'est pareil pour les RSSI, qui deviennent des acteurs de la structure de résolution ou de la structure d'analyse des risques. Alors qu'à présent, on leur demandait de mettre des pare-feux en place, de faire en sorte de ne pas trop faire parler d'eux et que tout marche bien. Mais on a bien vu que les attaques informatiques aujourd'hui sont devenues quelque chose d'absolument dantesque. Ce n'est pas une surprise pour les experts du domaine. Et quand on regarde ce que raconte Patrick Pailloux avant 2014 ou Guillaume Poupard depuis 2014, on ne peut pas on n'est pas surpris. On peut être surpris par la vitesse à laquelle l'explosion, mais pas parce que les attaques informatiques, y compris en matière de sabotage, existent. Donc il y a eu toute une période où les dirigeants d'entreprise n'ont pas voulu regarder en face cette espèce de vérité qui aujourd'hui les rattrape. Si on prend tout un petit peu de recul, la France a bien pris le tournant à partir des années 2009. Mais la France a pris le tournant à partir des années 2009 en faisant ce qu'elle fait de mieux, c'est dans sa démarche colbertiste, c'est de commencer par le haut pour descendre progressivement par le bas. Donc la création de l'ANSSI, les cadres juridiques, les régulations des domaines d'intérêt vitaux, le renforcement des ministères, voilà, il y a toute une série d'actions, il y a eu de l'argent a été mobilisé, vous avez vu récemment le plan de relance, où là maintenant vous avez la stratégie cyber. Donc du haut vers le bas, il y a un mouvement qui a été lancé et toutes les grandes entreprises du CAC 40 aujourd'hui sont conscientes qu'il y a quelque chose vraiment à faire. Les budgets augmentent. Je crois que le budget de sécurité informatique, c'est plus de 20% par an. Voilà. Par contre,
Là, face à cette démarche qui est faite plutôt pour contrer des attaques de grande envergure, pour espionnage et des choses en genre, vous avez eu une explosion de toute la cybercriminalité qui a explosé de façon énorme, qui s'est structurée, qui est quasiment, qui est totalement industrialisée et professionnelle sur le dark web ou ailleurs. Face à ça, les victimes sont de plus en plus devenues des TPE, des PME, des collectivités territoriales qui, même s'ils étaient conscients, même si des tas de choses étaient dites, n'étaient pas armés pour faire face à ces attaques et dont les dirigeants ou les responsables n'étaient pas tous pas tous très concernés, en pensant un petit peu que ça n'arrivait peut-être qu'aux autres. Et c'est ce deuxième plan là qui est en cours, quand on voit le déploiement de l'ACIMA, quand vous voyez la façon dont la gendarmerie vient de se restructurer avec le conjoint, on peut être optimiste sur la façon dont l'État réagit. Pareil, vous avez toutes les régions ont commencé à travailler dans la cyber. Voilà. Mais la vraie question, c'est quel est mon état de préparation par rapport à cette menace? Parce que l'initiative, c'est jamais le défenseur. Vous êtes en train de bâtir des forteresses, vous recrutez, mais est-ce que vous le ferez assez vite par rapport à la menace? C'est ça la vraie problématique. Et là, la réponse est pour moi plus en demi-teinte, puisque derrière, les réponses, c'est la structuration d'une offre cyber. Là, effectivement, vous voyez aujourd'hui plein d'acteurs qui arrivent, des petits et des grands. Je veux dire qu'il y a une énergie dans la création des sociétés cyber, des PME, des startups qui est assez réconfortante, qui est très intéressante à voir. Vous avez des champions nationaux comme Tetris, Yogosha, Yasuyak, je ne veux pas toutes les citer, mais qui montent. Mais derrière, vous avez besoin d'une acculturation de masse pour les entreprises, pour les entreprises et tous les TPE. Autre chose, il faut bien comprendre que ce n'est pas un risque quantifiable. Une attaque informatique, en face de vous, vous avez un ennemi. Donc il faut se préparer à faire face à une sorte d'attaque dans l'incertitude. On sait qu'on va être attaqué, c'est une évidence. Quelqu'un qui n'est pas un RSSI aujourd'hui qui dit qu'il n'y a pas d'attaque dans son entreprise, c'est un incompétent. Ou alors il ne voit rien, il ne veut rien voir, mais il ne peut pas ne pas être attaqué aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc il faut arriver à faire de la gestion de crise, il faut s'entraîner. Et je pense que, bien sûr, il faut connaître ses risques, il faut faire l'analyse de risque, il y a des méthodes pour faire ça. Ça demande un petit peu de temps. Il faut faire preuve de beaucoup de bon sens et de pragmatisme pour bien cerner ce qui est dans les priorités. Ensuite, vous avez des populations dans l'entreprise qui doivent être particulièrement surveillées, accompagnées. Ce sont tous les administrateurs. Parce que quand on fait une attaque informatique, généralement, on veut prendre le contrôle de l'Active Directory. Donc, on va essayer de prendre le contrôle des comptes des administrateurs. Donc, après l'utilisateur, c'est le deuxième rempart de défense. Vraiment faire très, très attention à la façon dont se comportent les administrateurs. Et ensuite, s'entraîner. L'ANSSI a sorti un guide sur l'entraînement, s'entraîner, parce que quand on s'entraîne, à la fois on fait comprendre à ses chefs ou à la direction de tous les risques, parce qu'on fait des scénarios et ainsi de suite. Ensuite, on apprend aux équipes à travailler ensemble, et le jour où la vraie crise arrive, ça vous fait gagner énormément de temps, parce que vous êtes opérationnel tout de suite. Alors que quand vous n'avez pas fait d'entraînement, quand vous êtes contenté de désigner les gens sur le papier qui n'ont jamais travaillé, vous avez au moins 48 heures où il faut que les choses se mettent en place. Et on sait très bien que dans un début de crise, si on rate la première entrée, on a beaucoup de mal après à rattraper, à courir, parce que c'est une affaire de gestion du tempo. Il faut reprendre l'ascendant sur une attaque, il faut reprendre l'ascendant sur une organisation, il faut rassurer à la fois les clients à l'extérieur, mais il faut aussi rassurer ses propres troupes. Donc il y a tout un côté psychologie, culturel. La crise informatique, l'attaque informatique, c'est pas simplement un acte technique. C'est toute une structure qui est mise en difficulté et qui doit à la fois se réorganiser, s'organiser pour faire face à un attaquant tout en rassurant à l'extérieur et en assurant la cohésion de son dispositif. Et quand vous êtes sur un dispositif qui est important, et quand vous êtes votre cellule de crise, vous devez être en liaison avec toute une série, tout un ensemble de métiers ou d'entités qui peuvent être à travers le monde, ça ne s'improvise pas. Si vous n'êtes pas entraîné là-dessus, voilà. Et pareil, quand vous êtes attaqué, vous perdez une partie de vos réseaux. Donc il faut avoir réfléchi sur quel réseau vous discutez avec vos partenaires. Donc c'est vraiment, et c'est pour ça, moi le message, parce que j'ai dû intégrer des cellules de crise dans le CPCO, créer des cellules de crise depuis 2011, pour apprendre notamment à cette acculturation cyber, ça me paraît un élément extrêmement important et ça mobilise aussi les équipes sur des rencontres.
Là, c'est une question qui est quasiment une question sociétale. Parce que les jeunes générations, moi mes derniers enfants sont assez jeunes, vous vous apercevez que à partir de la classe, même avant la sixième, les smartphones ont quasiment envahi les cours de récréation et vos enfants ont X conversations en parallèle dans X groupes d'amis extrêmement tôt et qu'on développe une vie parallèle. Donc ça me paraît être quelque chose de sociétalement troublant qui va demander à remettre de la vigilance, à recorriger ou à remodifier un certain nombre de choses puisque c'est les générations futures qui vont arriver et on voit que le numérique va bien au-delà aujourd'hui de la simple le fonctionnement technique dans l'entreprise. On voit que tout ce qui est fake news, on voit que, mais une déclaration il n'y a pas longtemps justement de Obama qui disait que finalement les réseaux sociaux fragilisent la démocratie. Donc on voit bien cette acculturation au numérique, c'est pour ça que j'aime bien le mot milieu, et quelque chose de beaucoup plus profond que simplement le volet technologique. C'est vraiment une révolution sociétale profonde dont on ne voit que les premiers prémices. Donc ça fait partie, je pense que ça fait partie de l'éducation qui commence chez les parents. Parce que c'est parler de jeunes générations, et quand on parle d'éducation, le premier rôle c'est quand même les parents, puis ensuite l'école, pour apprendre à faire preuve de vigilance et puis probablement avoir une régulation plus importante, au moins dans les sociétés occidentales, vis-à-vis de ces réseaux sociaux. Parce que quand vous regardez la façon dont sont gérés les réseaux sociaux, vous avez un très grand régime de liberté dans le monde occidental, même de liberticide, même on peut dire de libertaire. Et de l'autre côté, vous avez des réseaux sociaux dans une grande partie du monde, la Chine qui représente quasiment on peut dire, un nombre significatif de l'humanité, la Russie et d'autres, où vous avez des réseaux sociaux aussi qui sont complètement sous contrôle gouvernemental. Donc le rapport à l'information est devenu encore pire de ce qu'il était au moment de la guerre froide, parce que vous avez cet effet de multiplicateur, amplificateur. C'est cette couche-là, moi, qui me paraît être la couche la plus révolutionnaire pour la résilience des sociétés.